exposé, M. Bernard, Fabrice Bernard, qui va nous parler qui est délégué Europe et international du Conservatoire de littoral et des rivages de la Custe France. Monsieur Bernard va nous parler de la politique environnementale, de gestion intégrée du littoral et du milieu marin. Donc, comme nous avons un littoral et qu'il y a des accords de coopération, je pense, entre le commissariat du littoral algérien et le commissariat littoral français, on va sûrement apprendre beaucoup de choses intéressantes. Monsieur Fabrice Bernard, c'est à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci à vous. J'espère que vous m'entendez et je viens de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez et que vous voyez mon écran partagé? Et on voit vos slides, c'est bien. Super, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je suis ravi de me retrouver en Algérie, même si ce n'est que virtuellement, après près de 40 missions que j'ai eu la chance de réaliser dans votre pays, justement dans le cadre de cette coopération entre nos deux pays sur la protection du littoral qui implique la protection de nos côtes, mais qui impacte la protection de toute la Méditerranée. Je suis ravi de continuer ce partenariat, notamment avec Madame Samira Hamidi, voilà, que j'ai la chance de connaître depuis quelques années et que nous avons accompagné sur les côtes algériennes et françaises pour la protection de nos territoires. Donc, merci à toutes et à tous. Je vais essayer d'être assez rapide puisqu'effectivement, si je parle de la politique intégrée du littoral, je pourrais parler des heures, des dizaines d'heures et vous parler de nombreuses choses parce que dès qu'on parle de problématiques intégrées, on parle de tout. On parle de la mer, de la terre, on parle de l'environnement et des activités, des usages socio-économiques. Très rapidement, je reviens sur l'origine de la protection du littoral en France. C'est une politique où on a commencé dans les années 70. On a commencé à ce moment-là à avoir un petit peu une approche plus écologique, plus environnementale. Et effectivement, c'est là où on a eu nos premiers candidats aux élections présidentielles, le premier candidat écolo. Et c'est là aussi, en 1973, qu'est sorti un premier rapport, le rapport Picard, qui faisait un état des enjeux de protection et des enjeux, des choses à protéger pour le littoral. Et on a commencé à parler dans ce rapport de loi littorale, du conservatoire du littoral, même s'il n'existait pas encore. C'est ici qu'ont été vraiment initiés tous ces grands principes. Un autre élément qui est très important, parce qu'on oublie souvent cela, mais dans les années 1970, c'est aussi le moment où on a mis en place en France ce qu'on appelait des missions interministérielles d'aménagement des côtes. Donc on a eu la MIACA, c'était la mission interministérielle d'aménagement des côtes Aquitaine, LR pour Languedoc-Roussillon et C pour la Corse. Et en fait, c'était l'équivalent un peu de PAC, de programme d'aménagement côtier qu'on retrouve aujourd'hui en Méditerranée dans le cadre qui sont portés par le CAR PAP de Split. Mais à cette époque-là, la grande différence, c'est que c'était l'État qui coordonnait et qui mettait ça en place. En 1992, on retrouve le littoral et on commence déjà à parler d'intégration entre la terre et la mer. Et je vais vous lire ce qui était écrit dans le chapitre 17 de l'agenda 21 qui est sorti de ce sommet de Rio. C'était cela. Le milieu marin, y compris les océans et toutes les mers, et les zones côtières adjacentes forment un tout et constituent un élément essentiel du système permettant la vie sur Terre. Et c'est là où on a commencé à parler réellement d'intégration. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de relations entre les politiques européennes et ce qui se passe aujourd'hui en France, mais je ne vous parlerai pas des outils d'aménagement des côtes que nous avons en France, puisque après 40 missions en Algérie, j'ai eu l'occasion de présenter déjà cela. Je ne manquerai pas de le refaire à votre demande. Mais voilà, le Conservatoire du littoral, dont je suis le directeur de la coopération internationale, je ne vais pas vous en parler. C'est un outil qui permet d'acheter des terrains en bord de mer en France pour les protéger de manière durable. Une fois qu'on est propriétaire, on ne peut pas les revendre. Ils sont ouverts au public. Je ne vous parlerai pas non plus de la loi littorale de 1986, car vous avez aussi une très belle loi littorale en Algérie qui est avec une vraie proximité entre ces deux approches réglementaires. Monsieur Bernard, s'il vous plaît. Oui. On ne voit pas défiler vos slides, s'il vous plaît. Ah, je suis très embêté alors, parce que moi, elle défile. Et là, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, maintenant on voit. Mais est-ce que vous ne pouvez pas reprendre dès le début? Ah, ça risque d'être… Parce que le président est en train de voir là-bas. Alors, je vais reprendre, mais de manière synthétique, on va dire. Non, uniquement le défilé, ce n'est pas la peine. Voilà. Non, mais là, de toute façon, il y en avait très peu. J'ai passé que 2 slides. J'en ai que la deuxième. Voilà, celle sur la protection du littoral.
voilà, donc je ne vous parlerai pas du conservatoire, ni de la loi littorale, ni des taxes dédiées. Et pourtant, c'est très important parce que sans argent, la conservation n'est que de la conversation. L'argent, j'en parlerai plus tard pour un autre sujet, c'est vraiment essentiel parce que sinon, on n'arrive pas à mettre en place des stratégies ou des politiques. Voilà. Et je ne vous parlerai pas non plus du protocole si important, protocole méditerranéen pour la gestion intégrée des zones côtières, qui date de 2010 et qui a été porté par le plan d'action pour la Méditerranée. Voilà, ça c'est pour vous dire ce que je n'évoquerai pas aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler de la politique maritime intégrée en France, où on va parler de cette stratégie nationale de la mer et du littoral qui date de 2017, qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle le bon état écologique, de fixer les objectifs pour atteindre ce bon état écologique. Ça permet aussi de définir et d'encadrer les utilisations durables des ressources marines et aussi de mettre une gestion intégrée, concertée des activités liées à la mer et au littoral. C'est-à-dire qu'on a lié dans cette stratégie nationale les enjeux environnementaux et les enjeux économiques. Cette stratégie nationale est basée sur 4 objectifs sur le long terme: la transition écologique pour la mer et le littoral, le développement de l'économie bleue durable, le bon état écologique et le rayonnement de la France à l'échelle internationale. Donc ça veut dire vraiment que non seulement on travaille sur les enjeux français, mais aussi, comme vous le savez, la France est présente outre-mer, dans la zone Caraïbe par exemple, ou dans l'océan Indien. Et là, cette stratégie nationale permet de mettre en place des actions de coopération à l'échelle vraiment internationale. Cette politique, elle est déclinée aujourd'hui en France au niveau de chaque façade maritime, parce qu'on appelle les documents stratégiques de façade, ce que je vais vous appeler désormais des DSF. Et les DSF, ce sont des transpositions de directives européennes. Et c'est ça qui me paraissait intéressant de décliner aujourd'hui pour vous. C'est effectivement qu'on a 2 directives cadres qui ont été pondues à l'échelle européenne, qui s'imposent à tous les pays européens. Et donc la première de 2008, qui est la directive cadre pour le milieu marin, et la deuxième, la directive pour la planification de l'espace maritime, en 2014. La spécificité de ce qui s'est passé en France, c'est que la volonté de cette transposition, ça a été d'aller plus loin que l'Europe. L'Europe a eu une vision assez restrictive, en fait, sur l'article 17 que je vous lisais tout à l'heure de la Convention de Rio. La Convention de Rio parlait de terre et mer, et l'Europe est vraiment centrée, dans ses directives cadres, sur les problématiques purement maritimes. La France a décidé d'aller un peu plus loin et d'aller justement au-delà de la mer et de passer de la mer à la terre en intégrant les régions administratives côtières. Voilà. Chose très importante, tous les documents de planification, désormais, devront être compatibles avec les orientations de ces directives, de ces documents stratégiques de façade. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ces directives qui étaient maritimes ont un impact désormais sur la planification urbaine et côtière des côtes françaises. Très rapidement, ces documents stratégiques de façade, ils ont 2 volets, 2 grands volets. Un premier volet qu'on appelle stratégique, un deuxième qui est plus opérationnel. Pour la Méditerranée, ce volet stratégique en 2019 a permis de faire un état des lieux, un zonage et de fixer par grandes zones les objectifs de développement. Juste pour information, l'état des lieux qui a été fait dans ce document stratégique faisait plus de 600 pages parce qu'il intégrait effectivement de nombreux rapports d'expertise et une très grande synthèse de questions qui concernaient les problématiques maritimes. Le deuxième volet opérationnel qui est en cours d'élaboration, qui devrait être validé en 2022, il y a un léger retard qui est dû aux dernières conditions sanitaires mondiales, mais dans ce volet opérationnel, il y aura 2 grands axes. Le plan d'action, qui permettra de mettre en place des choses, et un dispositif de suivi. Avant 2017, avant la création de ces documents stratégiques de façade, il y avait déjà des opérations qui étaient menées en France sur les problématiques marines, qu'on appelait le PAM, le plan d'action milieu marin, et qui va être intégré, mergé, fusionné dans le document opérationnel, dans le volet opérationnel du DSF en 2022. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce document stratégique de façade est vraiment très tourné vers l'opérationnel. On sait d'ores et déjà que dans ce volet opérationnel qui va sortir en 2022, il y a
93 actions qui sont prévues. Par exemple, la mise en place opérationnelle de la stratégie des mouillages, le renforcement des connaissances relatives à l'état du corail rouge, les actions de restauration des habitats littoraux. Je vous ai pris ces 3 exemples parmi 93 parce que effectivement, on voit la diversité. Il y a de la connaissance, il y a de l'action par rapport à des usages, il y a de la restauration écologique, il y a une très grande diversité. Et ce qui est important, c'est que c'est très précis, c'est-à-dire que chacune des actions est déclinée avec plusieurs opérations à mettre en œuvre et la responsabilité d'une institution pilote. Ce qui est particulièrement intéressant aussi à voir dans ce document, c'est que ça a été long et qu'on est en cours d'élaboration depuis de nombreuses années, certes, mais il y a eu une élaboration participative très, très poussée. Il y a une coordination du ministère de la Transition à l'échelle nationale, de manière à homogénéiser pour les 4 façades les approches. Tous les services de l'État au niveau local sont impliqués. Il y a 175 experts qui ont été mobilisés en 2012 pour l'état des lieux. Donc, il y a des groupes d'experts mobilisés par le ministère et les services de l'État. Toutes les collectivités et les élus locaux sont impliqués et font partie du Conseil maritime de façade. Et le grand public est aussi associé à cette démarche parce qu'il y a des concertations préalables qui sont mises en œuvre avec des grandes concertations qui impliquent de nombreuses participations et notamment numériques, mais pas uniquement, aussi à travers des volets de concertation, de conférences. Comme je vous le disais, il y a un conseil maritime de façade qui regroupe les services de l'État, les établissements publics, les collectivités, etc., qui permettent de faire vivre cette démocratie et cette gouvernance pour la mise en œuvre de ces documents stratégiques. Je ne peux pas aujourd'hui revenir sur la mise en place du volet opérationnel puisqu'il n'est pas encore validé, mais par contre, il y a eu quelque chose qui a été déjà mis en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le PAM, le plan d'action pour le milieu marin. Et c'est intéressant de revenir sur cette expérience parce que c'est tout un programme de mesures dont va s'inspirer le document stratégique de façade dans son volet opérationnel, mais qui est avec une approche très moderne, j'allais dire, et qui est très intéressante. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. L'idée, ça a été de mettre en place des appels à projets portés par la direction des affaires maritimes, par différents services de l'État au niveau local, des appels à projets très précis. Par exemple, je vous parlais de la préservation des herbiers de Posidonie et donc le financement de mouillage écologique dans différentes zones prioritaires à la chaîne méditerranéenne. Et différentes conférences ont été portées au niveau local pour faire la pub de ces financements, pour expliquer aux porteurs de projets comment il fallait monter les projets, qu'est-ce qu'il allait être et comment ça allait marcher. Ça a été vraiment en fait une déclinaison publique de ce que font certaines fondations privées qui font effectivement de la même manière des appels à projets, des accompagnements, etc. Et c'est vraiment très intéressant que l'État s'approprie des approches privées pour de telles mises en œuvre de projets. L'État a aussi, à travers ses services publics locaux, a réaliser un gros accompagnement et un gros appui technique des collectivités locales, parce qu'on ne va pas se mentir, les collectivités locales ont parfois des services techniques compétents, mais rarement compétents sur tous les sujets. Donc, il est important, surtout sur les sujets nouveaux et liés à la mer, que l'accompagnement soit fait de manière très précise. Donc, là, j'avais un document animé, mais comme je ne peux pas vous passer les slides de manière totale, c'est un résumé que je mettrai à disposition de tous et mais on voit bien au milieu le ministère de la Transition écologique qui coordonne cette stratégie nationale de la mer et du littoral, qui est ensuite déclinée au niveau local avec l'aide de groupes d'experts pour élaborer un document de façade, puis après, décliné sous la forme d'un plan d'action, des appels à projets, des financements et des porteurs de projets qui mettent en œuvre. Donc, ça implique vraiment la totalité des opérateurs, que ce soit publics ou privés, à l'échelle française. Ce qui est encore plus intéressant à partager dans le cadre de coopération internationale, c'est aussi de dire quelles sont les marges d'amélioration. Là où on s'est trompé, là où on a été imparfait, là où il y a encore des possibilités de s'améliorer pour ce qui est du fonctionnement stratégique et de politique intégrée maritime. Il faut poursuivre notre ambition. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est nécessaire d'améliorer les relations avec entre les institutions publiques et les acteurs de terrain.
Le cofinancement, par exemple, ça appelle à projets qui sont très, très intéressants, certes, mais qui appellent systématiquement un cofinancement. Et ben, parfois, les collectivités locales ont du mal à passer le pas et à porter ce cofinancement, alors qu'en fait, ça peut être très utile. Donc, il y a encore une sensibilisation à faire au niveau des collectivités locales pour qu'elles apportent ce cofinancement, pour qu'elles co-construisent et qu'elles participent aux côtés de l'État à bâtir des solutions financières et des solutions techniques en faveur de l'environnement et du bon usage des côtes chez nous. Il y a aussi un deuxième problème et qu'on rencontre dans tous les États désormais, c'est le manque de personnel pour les institutions. Je vous prends l'exemple du Conservatoire du littoral puisque je le connais bien de l'intérieur. Pour nous, il nous est désormais impossible de suivre tous les documents stratégiques, les documents d'urbanisme, les documents de mise en œuvre des politiques publiques parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc, il est difficile de pouvoir participer à toutes ces stratégies. Nous ne sommes pas les seuls, donc ça reste aussi un deuxième problème. Dans les marges d'amélioration, il y a aussi la gestion des relations entre l'administration centrale et les acteurs de terrain. Désormais, l'administration centrale a décidé de passer à une approche beaucoup plus numérique. Ça sera de plus en plus la tendance de toute façon. On passe à un tout web. Et les petits professionnels, les petits pêcheurs, les acteurs économiques, eux, ont du mal à suivre cette évolution et ne sont pas assez prêts à remplir des déclarations, à travailler sur de tels supports numériques. Et donc, il y a une marge d'amélioration là aussi pour accompagner ces acteurs du terrain. Dernier point d'amélioration. Comme je vous le disais tout à l'heure, la conservation sans argent, c'est de la conversation. On a besoin d'argent pour faire mieux pour la protection de l'environnement. Et on sait très bien que la protection de l'environnement vert, la protection de la nature, est souvent un parent pauvre de nos enjeux publics. Et notamment, on le retrouve ici dans l'application des stratégies de conservation, de préservation des littoraux français, à travers la politique intégrée maritime. On voit bien que les objectifs environnementaux sont moins dotés que les actions liées à ce qu'on appelle l'économie bleue. Et c'est 3,5 fois moins d'argent pour les objectifs environnementaux verts que pour l'économie bleue. Il y a aussi des programmes qui restent financés en silo, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Il y a très peu d'intégration et parfois, effectivement, il y a des mises en concurrence entre différentes approches économiques. Le volet donc opérationnel de ce document stratégique de façade devra, c'est son grand défi, mieux jouer l'inclusion des problématiques environnementales naturelles et de ce qu'on appelle l'économie bleue. On va faire du vert et du bleu, et ça, effectivement, c'est le défi de la Méditerranée aujourd'hui, et c'est pour ça que je tenais à partager avec vous ces quelques slides aujourd'hui pour vous faire le point sur ce que nous faisons aujourd'hui en France, en espérant avoir le plaisir rapide de vous revoir en vrai et de venir en Algérie discuter avec vous de tous ces enjeux de conservation des côtes à l'échelle méditerranéenne. En vous remerciant à nouveau pour votre écoute.